Bonjour tout le monde et bienvenue dans le dernier épisode de mon podcast Le Miroir du Ciel. On y parle biodiversité marine et voyage en voilier et aujourd'hui on finit le voyage. On se dit au revoir sur ce dernier épisode. Alors on s'est quitté dans le dernier épisode sur la grande traversée du Pacifique et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'après-traversée, donc quand on est arrivé en Polynésie française en juin 2009 après 23 jours de navigation. On est donc arrivé au Gambier, comme je vous le disais, qui est la porte d'entrée sud-est pour la Polynésie. Donc pour essayer de vous représenter un petit peu la Polynésie française, en gros c'est un ensemble de petits cailloux au milieu du Pacifique Sud. C'est à peu près 4000 km² de terre émergée dispersée sur un territoire qui est aussi vaste que l'Europe. Voilà, 4000 km² de terre, c'est 2 fois moins que la superficie de la Corse. Donc tout le reste, c'est de l'eau. Donc en fait, il y a à peu près 120 îles, 118, qui sont réparties en 5 archipels. Les Marquises, tout au nord, les Tuamotu, qui sont un petit peu en dessous, les îles de la Société, à l'ouest, les Gambiers, qui sont à l'est, et les Australes, qui sont tout au sud. Donc ce qui est assez fou en Polynésie, c'est vraiment la diversité de paysages. Donc en passant d'un archipel à l'autre, t'as l'impression de changer complètement de pays, voire de continent, tellement ça n'a rien à voir. Les Gambiers, par exemple, donc là où on est arrivé, c'est des îles qui sont magnifiques, mais c'est des îles comme elles sont finalement assez au sud, elles sont, je sais pas, il y a quelque chose d'assez austral quand même dans ces îles-là, où t'as beaucoup de forêts, de pins, etc. T'as des plages qui sont magnifiques, un lagon sublime, et surtout que t'arrives là, en fait, après 23 jours de navigation, c'est un peu vraiment, c'est l'image qu'on a, quoi, des marins, des pirates et tout, qui se disaient, terre à l'horizon, terre en vue, c'était clairement ça. Donc voilà, ça c'est pour les Gambiers. Ensuite, donc, je vous parlais des Marquises, qui sont l'archipel le plus au nord, et qui là est complètement différent. Je pense que d'ailleurs c'est l'archipel, un des archipels les plus singuliers en fait, déjà parce que contrairement aux 4 autres archipels, il n'y a pas de lagon aux Marquises. Donc en fait c'est directement l'océan. T'as souvent une eau qui est soit très bleue, un bleu très océanique, ou alors assez trouble parce qu'il y a beaucoup, du coup les vagues ne sont pas arrêtées par la barrière de corail, ce qui fait que l'eau est très en mouvement, il y a plus de houle aussi. Donc ça en fait déjà un archipel hyper sauvage, donc qui a été l'inspiration de nombreux artistes, Paul Gauguin notamment, Jacques Brel aussi bien sûr. D'ailleurs je vous invite à écouter la chanson de Jacques Brel, Les Marquises. Il dit notamment « Le temps s'immobilise aux Marquises ». Et en fait, c'est exactement ça, t'es hors du temps, c'est sur pause, quoi. Donc il faut savoir déjà que les Marquises, de par leur position géographique très au nord, c'est une zone qui est réputée un peu sécure pour se protéger des cyclones. Donc en fait, c'était assez courant en fait pour les bateaux, au moins une fois par an, de venir aux Marquises lors de la saison cyclonique pour venir en fait se protéger, puisqu'il y avait moins de chances qu'en fait les cyclones viennent frapper les Marquises. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est arrivé aux Marquises pour la première fois, donc par le sud, sur une île qui est souvent l'île sur laquelle les voiliers arrivent aussi, c'est l'île de Fatu Hiva. C'est vrai que les Marquises c'est très particulier, t'as souvent le sable qui est noir sur les plages, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de hauts plateaux. Sur l'île principale par exemple, à Nuku Hiva, où on est allé à l'école pour la première fois avec ma sœur, d'ailleurs, quand j'étais en 5e. C'est la première fois qu'on allait à l'école à terre. On est resté très longtemps sur cette île, et en fait, il y a un plateau là-bas qui s'appelle le plateau de To'ovi'i. T'as en fait des vastes forêts, encore une fois, de pins. Il y a beaucoup de chevaux sauvages aux Marquises. Donc voilà, ensuite vous avez les Tuamotu. Là je vous fais un petit contexte un petit peu pour que vous ayez une petite image mentale de chaque archipel. Donc les Tuamotu, je vous le disais au début, c'est plus au sud des Marquises, et là alors là c'est encore complètement différent, puisqu'en fait vous avez les Marquises, c'est des grandes montagnes, et les Tuamotu c'est que des atolls. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de relief, c'est vraiment niveau de la mer. Donc en fait les atolls c'est des îles coralliennes qui sont basses en forme d'anneau et donc qui abritent en fait un lagon. Et donc en fait il y a souvent des passes qui font le lien en fait entre le lagon et la haute mer à l'extérieur, et donc où tu peux rentrer avec le bateau pour aller te mettre à l'abri dans le lagon, etc. Donc les Tuamotu aussi c'est hyper particulier, très très sauvage là encore pour le coup, parce qu'il y a énormément d'atolls qui sont tout petits, qui peuvent être également très grands. Il y en a des très très peu connus, là il y en a un qui me vient en tête qui s'appelle Tahanea, qui est un petit atoll où vraiment, je me rappelle être rentrée là-bas et d'avoir eu vraiment la sensation d'être seule dans ce monde. Il n'y avait personne. Et en fait, au Tuamotu, c'est vrai que la gamme de couleurs, elle est, je vais pas dire qu'elle est limitée parce que en termes de bleu, t'as énormément de
de choses différentes évidemment, puisque pour le coup t'as un lagon qui est très protégé avec des eaux cristallines, et de l'autre côté t'as la haute mer avec ce bleu profond très océanique. Mais en fait entre la haute mer et le lagon t'as une bande de sable mais qui peut être vraiment que de quelques mètres de large, quoi. Et sur cette bande de sable, t'as une bande de cocotiers, et en fait vraiment tu traverses et tu te retrouves donc sur le platier corallien. Donc ensuite, bien sûr, il y a les îles de la Société, dont je vous en ai parlé au tout début, avec un peu la capitale de la Polynésie, Tahiti, ou encore Bora Bora, qui est aussi très connue, la perle du Pacifique. C'est un archipel magnifique, c'est vrai, c'est vraiment des cartes postales, mais ça reste quand même beaucoup plus urbanisé que le reste de la Polynésie, ce qui est normal. C'est quand même là-bas qu'on a passé beaucoup de temps. Avec ma sœur, on a été à l'école à Tahiti, on a créé vraiment des liens, on s'est fait des amis là-bas, etc. Donc c'est toujours un endroit qui restera très très cher à mon cœur. C'est là-bas qu'on a vendu le bateau. C'est un gros morceau du voyage, puisque au total, en fait, sur toute la Polynésie, donc on y était de 2009 à 2018. On a navigué pas mal en Polynésie, voilà, les 3 premières années, je dirais, puisqu'il y a énormément de choses à faire en bateau. Voilà, on est resté 9 ans en Polynésie, et donc voilà, sur les 4 dernières années, vraiment, on a été à l'école à terre en Polynésie. Ça, c'était juste avant de vendre le bateau et de rentrer en France métropolitaine, donc suite au bac de ma sœur, et après on a dû faire nos études en France, etc. Et voilà, la suite c'est que on a atterri à Montpellier, et j'ai fait mes études là-bas, et aujourd'hui je suis là et je termine mon cycle universitaire en faisant ce podcast et en vous racontant un petit peu tout ce qui s'est passé avant. Je pense que ce qui marque le plus en vrai en Polynésie, c'est les couleurs et la gamme chromatique, mais rien que de bleu en fait, qui est infini. Et ça, c'est un peu le pouvoir, je trouve, de la Polynésie. Encore une fois, je me répète, mais c'est la diversité des paysages. Tu passes de tout. Franchement, tu pourrais passer une vie, je pense, en Polynésie, en bateau. Tu peux clairement y passer une vie et toujours t'émerveiller de trucs que t'as pas vus, parce que c'est vraiment énorme. En termes de vie aussi, de vie marine, bien sûr, on va en parler, c'est exceptionnel. On va parler des récifs coralliens, qui est l'écosystème un peu phare des tropiques. Les récifs coralliens sont souvent appelés les forêts tropicales de la mer, mais est-ce que vous savez ce que c'est exactement en fait, les récifs coralliens ? En fait, un récif, c'est une structure sous-marine massive, donc qui est composée principalement de colonies de coraux, et donc ces coraux, en fait, ce ne sont pas des végétaux, ce ne sont pas des cailloux, mais ce sont bien des petits animaux marins qu'on appelle des polypes. Les polypes, ce sont des cnidaires, donc qui appartiennent à la même famille que les méduses et les anémones, et qui vivent principalement donc en zone tropicale, intertropicale, dans des eaux qui sont chaudes et peu profondes. Ils sont capables de sécréter un exosquelette en calcaire, donc carbonate de calcium, et donc par accumulation, en fait, comme ces animaux vivent en colonies qui se regroupent ensemble, ils vont former des structures sous-marines qu'on appelle les récifs. Les polypes, donc ce sont des animaux, ils ont évidemment besoin de se nourrir et de respirer. Ils possèdent donc, un peu comme les anémones, comme je vous le disais, des tentacules en fait épineux et venimeux qui vont leur permettre à la fois de filtrer l'eau et d'attraper le zooplancton et parfois de minuscules poissons. Donc ça, c'est une manière de se nourrir, mais en fait, ce moyen de subsistance, il n'est pas suffisant à la survie des polypes. Les coraux vont alors héberger une algue, qu'on appelle la zooxanthelle, avec qui ils entretiennent une relation qu'on dit de symbiose mutualiste. C'est-à-dire qu'en fait, chaque partie de la relation va retirer des bénéfices de cette interaction. Donc là, typiquement, les zooxanthelles, donc les algues, vont profiter d'un abri et du CO2 qui est rejeté par les polypes pour réaliser donc la photosynthèse, puisque ce sont des algues, donc des végétaux. Et c'est pourquoi d'ailleurs on retrouve les coraux à de faibles profondeurs, car les zooxanthelles ont besoin de lumière pour faire la photosynthèse. Et donc en échange de ça, les polypes vont profiter donc du dioxygène et des glucides produits par les zooxanthelles via la photosynthèse. C'est aussi donc ces fameuses algues, les zooxanthelles, qui donnent ces couleurs chatoyantes aux coraux. Donc les récifs coralliens sont formés des squelettes sécrétés par les polypes, et donc lorsqu'un polype en fait se fixe à un rocher au fond de la mer, il se divise en petits bourgeons qui se rejoignent, qui forment une colonie qui va finir par fonctionner comme un seul organisme. Les colonies vont se connecter aux colonies voisines pour former des récifs au fur et à mesure de leur croissance, et ça sur des centaines, des milliers d'années. En cela, les coraux sont dits des ingénieurs d'écosystèmes, c'est-à-dire qu'ils modifient leur milieu au travers de leur structure. C'est des organismes bioconstructeurs. Il existe plusieurs types de récifs en fait
fait 3. On a d'abord ce qu'on appelle le récif frangeant, donc c'est un type de récif qui est directement relié à la terre. Donc en fait le corail s'établit dans les eaux peu profondes qui entourent les terres produites par des éruptions volcaniques sous-marines ou par l'action tectonique dans des milieux marins propices à la croissance du corail. Au fur et à mesure de sa croissance, le corail s'étend vers l'extérieur et en fait ça forme comme un ourlet autour des îles. Au niveau du récif frangeant, il va pas forcément y avoir de lagon, enfin de séparation entre la terre et le récif. Le récif est vraiment dans la continuité de l'île. Ensuite, on a le récif qui est dit récif barrière, qui est là une formation dans laquelle un récif en fait est isolé de la plage par des dizaines de mètres de mer en fait peu profonde. C'est ce qu'on appelle le lagon. Ça se produit lorsqu'en fait au début vous avez l'île et puis en fait l'île s'abaisse et elle devient en fait plus basse que le niveau de la mer au fil du temps et donc elle devient un récif barrière. C'est le cas de Bora Bora par exemple où vous avez le récif corallien, le lagon et ensuite l'île qui comprend encore des montagnes, etc. Et enfin, vous avez les atolls. Donc là, on en parlait au début, c'est des formations en fait dans lesquelles l'île est entièrement submergée sous le niveau de la mer, ne laissant en fait que le récif corallien. Donc il y a ces 3 formations-là, le récif frangeant, le récif barrière et les atolls. Pour resituer, les récifs coralliens couvrent moins de 1% des fonds marins et abritent environ 25% des espèces animales présentes dans les eaux de la planète, ce qui leur vaut d'ailleurs parfois le surnom d'oasis maritime. Toute l'importance des récifs coralliens va aussi résider dans la biodiversité qu'ils abritent. Donc on y retrouve de nombreuses espèces de poissons, requins, tortues de mer, crustacés, etc. qui fréquentent en fait ces récifs. Donc les coraux vont venir jouer de nombreux rôles et remplir beaucoup de fonctions vitales pour tous ces organismes. Ils offrent notamment un abri contre les prédateurs, mais également contre les courants, les mouvements de l'eau en haute mer, etc. Tout en offrant aussi des zones de frayère et de nourricerie, donc des zones où les poissons vont pouvoir venir pondre et où les juvéniles vont pouvoir grandir en étant dans des eaux qui sont plutôt protégées. Donc il y a même certaines espèces de poissons qui vivent dans le grand océan, dans les profondeurs de l'océan, qui ont besoin en fait de revenir près de la surface pour utiliser les récifs, qui ont besoin aussi de revenir dans les lagons pour utiliser les récifs afin de se reproduire et d'élever leurs petits. Ça fait partie de leur cycle de vie. Au-delà de ça, les récifs coralliens jouent un rôle aussi essentiel dans la protection des littoraux contre les forts courants océaniques, les vagues, etc. Les récifs coralliens favorisent également une meilleure qualité de l'eau en filtrant l'eau. Donc les plantes, les animaux, les organismes divers qui fréquentent les récifs coralliens vont aussi agir comme un filtre en piégeant les débris et en rendant le milieu environnant plus propre. Et bien sûr, les récifs coralliens jouent un rôle vital dans la gestion des niveaux de CO2 de la planète en tant qu'organismes géants en fait, vivants et donc qui respirent. Ils sont essentiels à la régulation des niveaux de dioxyde de carbone dans l'océan. Les récifs coralliens sont essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais ce sont également des écosystèmes extrêmement fragiles dont la survie dépend de nombreux facteurs, dont notamment la température, la salinité de l'eau, la teneur en dioxygène et la concentration en CO2. Donc vous connaissez sûrement, je vous apprends rien, mais le fameux phénomène de blanchissement du corail qui est essentiellement dû au changement climatique. Donc le blanchissement du corail, en fait, comment ça marche, c'est lorsque la température de l'eau devient trop chaude pendant trop longtemps. En fait, il y a un seuil de tolérance maximale qu'on appelle le seuil d'inertie qui est dépassé. Donc c'est un peu la température maximale acceptable par les polypes pour survivre. Et donc au-delà de ce seuil, les coraux vont expulser les microalgues, donc les zooxanthelles, qui vivent à l'intérieur de leur tissu. Elles sont expulsées, ce qui fait blanchir le corail, d'où le terme de blanchissement des coraux. Et donc, la principale source d'énergie des coraux, donc les zooxanthelles, qui disparaissent comme ça, qui sont expulsées des coraux, en fait, ça va faire que les polypes perdent tout simplement leur symbiote et ils deviennent donc davantage stressés, fragiles et plus sensibles aux maladies et aux autres pressions qui peuvent intervenir sur eux. Donc, la température est le facteur principal de blanchissement, mais il y a aussi les émissions grandissantes de CO2 par les activités humaines qui sont un deuxième facteur néfaste. Donc en fait, on le sait, les océans pompent plus d'un quart des émissions de CO2 qui se retrouvent dans les océans, donc le CO2 se dissout dans les océans, et donc va provoquer une diminution du pH et donc une acidification des océans. L'acidification des océans affecte également le blanchissement des coraux, puisqu'en fait, plus il y a de CO2 dans les océans, moins les coraux vont être capables à sécréter du carbonate de calcium et donc à construire et à réparer leur squelette. L'oxygène est également un facteur essentiel à la survie des coraux, mais cet élément peut parfois venir à manquer en fait et créer ce qu'on appelle des zones mortes, des zones qui sont appauvries en oxygène. Et donc dans les récifs coralliens, le manque d'oxygène peut venir d'une trop forte température de l'eau par exemple, qui va créer des couches très chaudes en surface, mais qui se mélangent pas avec les couches inférieures qui sont plus froides. Et donc en fait l'oxygène qui provient de l'atmosphère va rester bloqué en surface car il n'y a plus d'échange entre les couches chaudes et froides. Et ça peut provoquer des zones anoxiques, donc qui sont pauvres en oxygène et qui sont donc très impactantes pour la vie marine et les coraux.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour au niveau de ce que je voulais vous dire sur les coraux, sur les espèces qu'ils abritent. Bon, évidemment, il y a énormément de choses à dire, hein. C'est des endroits sur Terre, la Polynésie, qui sont extrêmement diversifiés. C'est là où j'ai eu la chance, et franchement, c'était pas rare, et je suis hyper reconnaissante aussi encore de ça, de voir des baleines. Il y a une saison des baleines, en fait, où tu vois vraiment des baleines, mais... Enfin, c'est pas du tout rare d'en voir, quoi. En plus, nous, on était en bateau, enfin, on prend le bateau, genre, tu vas un petit peu au large, tu vois des baleines. Bon, bien sûr, encore une fois, faites très attention. Si vous allez sous les tropiques, si vous comptez voir des baleines, etc. Il y a évidemment des règles à respecter pour l'approche des cétacés, mais on a eu cette chance-là de pouvoir voir ces animaux sauvages dans leur milieu naturel. Des requins aussi, plein, enfin, je me rappelle, en fait, tu nages dans le lagon, t'as plein de petits requins pointe noire, qui sont absolument inoffensifs, hein, mais qui sont hyper curieux, hyper friendly, et je sais pas, en fait, c'est juste, il y a de la vie, encore une fois, partout. Et je suis trop heureuse d'avoir vécu ça, et je suis trop heureuse dans ce podcast de pouvoir vous parler de ça, et voilà, de pouvoir revenir sur ces souvenirs-là, qui sont hyper chers à mes yeux et à mon cœur. Et voilà, écoutez, je pense que c'est une fin de podcast. Merci de m'avoir écouté pendant ces 4 épisodes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez un petit peu voyagé aussi. C'est une expérience de vie qui est complètement folle et dont j'ai totalement conscience. Enfin, de la chance que j'ai eue, et je remercie évidemment mes parents d'avoir passé le pas de cette grande aventure et qui m'a fait grandir, mais d'une manière, qui m'a montré le monde, en fait, dès mon plus jeune âge, qui m'a apporté plein de choses, qui a fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai des capacités d'adaptation qui sont plutôt bien. Genre, j'ai pas peur de partir, j'ai pas peur de tout quitter pour aller déménager à l'autre bout de la France. Donc voilà, même au niveau de l'ouverture d'esprit, au niveau de l'ouverture aux autres, je suis hyper heureuse d'avoir grandi autour du monde et d'avoir, dès le plus jeune âge, en fait, pu voir toute la diversité. Voyager autour du monde comme ça, je trouve que ça te fait prendre un recul énorme, en fait, où tu te dis, mais en fait, le monde, il est immense. On n'a pas idée, en fait, d'à quel point nos vies sont différentes de celles des autres, à quel point les cultures sont différentes, à quel point même le monde animal est différent et qu'il y a tellement de choses à voir, qu'il y a tellement de choses à apprendre et qu'il y a tellement de choses à protéger aussi, évidemment. C'est clairement ça qui m'a confortée dans l'idée que je voulais vraiment travailler dans l'environnement et que je voulais vraiment aussi être à l'interface entre le monde scientifique, le monde animal, la biodiversité et le monde de la société civile, en fait. Si je devais pointer un truc qui est un petit peu compliqué, je pense, à gérer et qui le sera toujours un petit peu dans ma vie, déjà le fait de grandir sans avoir d'amis d'enfance, etc. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a forcément dérangée en soi, parce qu'aujourd'hui, je suis très bien entourée, et j'adore mes amis. Enfin, je suis entourée de personnes vraiment extraordinaires, et puis j'ai eu la chance de vivre toute mon enfance avec ma sœur. On a 1 an d'écart, on a des liens hyper forts, et ça, c'est carrément dû au voyage, c'est sûr. Mais non, je dirais plus que c'est le sentiment de pas avoir de maison, en fait. Quand mes parents sont partis, on a tout quitté, quoi. Donc on avait que le bateau, c'était notre unique repère, et quand on a vendu le bateau, bon, d'ailleurs, je pense que ça se bat en duel, mais ouais, je pense que ça fait partie des jours les plus... Enfin, c'est sûr, ça fait partie des jours les plus tristes de ma vie. En fait, je me suis dit, c'est la fin d'une vie. Et c'est peut-être un petit peu excessif, mais en vrai, c'est vraiment ça. C'était vraiment la fin d'une vie, et j'ai eu l'impression que depuis 2018, où on est rentré donc en France, on a vécu dans une maison, etc., je renaissais, en fait. Un nouveau début, un nouveau départ, et c'était complètement différent, en fait. Et j'avais 16 ans et j'avais déjà l'impression d'avoir vécu toute une vie, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'elle m'a donné un tremplin pour commencer une nouvelle vie, mais que c'était pas la même vie, je sais pas trop comment expliquer. Ça obscurcit vraiment pas du tout l'ensemble du voyage, qui est une expérience absolument folle. Moi, je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante d'avoir vécu cette aventure avec ma sœur que j'adore, avec mes parents que j'adore, que je remercierai jamais assez de nous avoir permis de vivre ça. Et aujourd'hui, je suis trop heureuse de pouvoir retranscrire un chouïa de ça dans le miroir du ciel. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous, et puis n'oubliez pas d'aller voir la mer. Ça ne peut vous faire que du bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de m'avoir écouté pendant ces 4 épisodes. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis voilà, ciao ciao!